C'est bon. Ah, bonsoir, bonjour. Ah, c'est Bonjour. On sait plus. Ouais, on sait. Dites-vous que les caméras sont là mais qu'elles bougent, donc regardez Ok. par là, dans le doute, regardez tout droit. Si vous voulez. Voilà. Alors, bonjour pour moi en fait. Moi je suis pas passé devant la caméra depuis ce matin. Bah oui, j'ai été caméraman, régisseur, mais pas animateur. Toutes les casquettes, même Ouais, les ça. casquettes Assassination Classroom. Totalement. J'adore, voilà, j'adore la casquette. Ah, c'est ma marque de fabrique. Ah, elle est magnifique. Mon avatar, tout est voilà. Koro Sensei. C'est ça, totalement. Et du coup, je suis en compagnie de Fedoua et Cyril. Bienvenue déjà. Merci, J'espère merci de nous que Merci de accueillir. nous inviter. j'espère que tout va bien. J'espère que vous passez une Le bonne week-end hashtag festival. Un est bon magnifique. hashtag. Ouais. Ça Très, va, très bien. Franchement, ça Nickel. va. Rien à dire. franchement, les gens sont super sympas. Ouais. C'est petit salon détente quoi. Ouais, bah, on a le temps de discuter, C'est tout ça. ça, c'est Ouais. vachement agréable. Non, Hein. super ambiance. Est-ce que du coup, dans un premier temps, peut-être quand même pour les gens qui peut-être vous connaissent pas, ça m'étonnerait, mais bon, Comment on sait jamais. Oh, si, Ça serait si, honteux. si, Ça si, serait quand honteux. même. Si vous les connaissez pas, honnêtement, c'est que vraiment il n'y a pas d'effort quoi. Enfin, désolé de vous le dire, hein, mais est-ce que vous pouvez vous présenter, dire un peu ce que vous faites Les dames d'abord. Sûr. Donc, nous sommes tous deux traducteurs de manga depuis. Moi, je vais parler pour moi. Moi, ça fait depuis 2001, donc ça fait maintenant 22 ans que je traduis quasiment exclusivement des mangas. Je fais un tout petit peu de sous-titrage d'animé, mais vraiment à l'occasion. J'ai fait un peu aussi de traduction de light novel, donc des romans qui sont adaptés de licences de manga. J'ai fait les romans de Fairy Tail, de Seven Deadly Sins et l'Attaque des Titans. Et sinon, au niveau des mangas, donc j'ai traduit, j'ai fait pas mal de retraductions de séries qui étaient sorties au tout début, dans le milieu des années 90. Donc Dragon Ball, Dragon Quest, La Quête de Dai, Ranma Admi, Sailor Moon, ça je me suis occupée des retraductions. Et sinon, j'ai aussi eu des séries originales. Donc en ce moment, la plus populaire, c'est Jujutsu Kaisen. Ok. Et sinon, je peux citer aussi Seven Deadly Sins, L'Atelier des Sorciers, voilà, etc. Très bien. Alors moi j'ai une carrière plus courte que celle de Fedoua parce que j'ai commencé la traduction il y a pile 10 ans en fait, en 2013. Et j'ai commencé directement avec un titre qui est assez connu, je pense, qui est Détective Conan, qui est aussi une très très longue série. Donc je pense que la personne qui était sur la série avant, elle en avait eu marre. Elle a dû se pendre à un moment donné et dire j'en peux plus, trouver quelqu'un d'autre pour continuer cette série. Le traducteur mort de C'est vieillesse. très très de vieillesse. Il est mort avant Aoyama Gosho, donc le créateur. Et Alors qu'il a commencé après. effectivement, c'est une longue série. Je sais que là, la semaine dernière, le volume 104 est sorti au Japon. Et donc j'ai déjà moi le calendrier pour rendre la traduction au mois de janvier. Donc ce sera pas avant la fin de l'année pour la sortir en France. Donc Oui. on est à peu près. Mais là le 103 doit être dans les bonnes librairies. Donc j'ai commencé par ça. Et puis j'avais un autre métier en parallèle. Donc je faisais très peu de titres. Et puis avec le temps, il est sorti Apprenti criminel, qui est un spin-off justement de Conan. Il y a eu après un one-shot qui s'appelle White Police Story. Donc tout ce qui est un peu autour de l'univers de Conan, pour le coup, ça m'est revenu naturellement, on va dire. Et puis en parallèle à ça, après j'ai fait d'autres séries beaucoup plus intimes. Mais c'est vraiment, il y a du shoujo, il y a des trucs historiques, des trucs un peu barrés. Là, actuellement, je suis sur un truc qui s'appelle Blue Wolves. C'est Ok. chez Kana aussi. Donc, c'est le Shinsengumi. C'est des samouraïs qui protégeaient Kyoto à la fin du Bakufu, du gouvernement militaire de Edo. Donc, voilà, il y a des trucs historiques comme ça. Et puis, des trucs un peu plus simples, plus légers, genre Suki, Sukides, Daisukides, je t'aime, je t'adore. Des trucs, voilà, shoujo. Ok. Je fais un peu de jeux vidéo, bon, pour l'argent. Parce que Non, c'est- mais c'est chiant les jeux vidéo. Non, mais C'est que des fichiers Excel. Ah oui, on peut expliquer ça. Ouais, non, mais justement. je trouve ça super intéressant Ouais. parce que ça va être une de mes questions, c'est Combien vous touchez? non, alors non, l'argent honnêtement c'est pas quelque chose qui est intéressant pour moi en tant que tel, mais surtout comment fonctionne la traduction et du coup voilà. Comment fonctionnent les différents médias? Parce qu'il y a le manga, light novel c'est peut-être différent. Est-ce que vous avez peut-être fait aussi des séries, des films, enfin tout est traduisible au final. Donc, Oui. et quelles sont les différences du coup? Donc je trouve ça super intéressant. Donc effectivement ce thème est pas mal. Et du coup comment ça fonctionne? Juste déjà un manga. Comment vous le recevez? Est-ce que vous recevez juste des feuilles d'écriture sans les dessins? Est-ce que vous recevez le manga en tant que tel? Est-ce que
Est-ce que vous recevez un mix? La plupart du temps, on reçoit le volume japonais. Donc, soit version papier à l'ancienne, de plus en plus en version PDF aussi. Donc, la première étape, ça va être de numéroter les bulles dans l'ordre de lecture. Parce que nous, ensuite, on va travailler exclusivement sur un fichier texte. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui mettons les textes dans les bulles. Ça, c'est un autre métier, un graphiste, ça s'appelle un lettreur. Et nous, on reporte les numéros des bulles sur un fichier Word, par exemple. Donc voilà, on met bulle 1, hop, le texte de la traduction, on saute une ligne, 2, l'autre bulle, etc., etc. Donc voilà, il faut assez peu de matériel pour être traducteur de manga. Non, c'est ça, oui, tout à fait. Alors moi je vis au Japon, donc quand on me dit tu vas travailler sur ce titre, évidemment ça sort plus vite au Japon, donc je vais l'acheter dans ma librairie. Oui, c'est ça, c'est toi, tu vas carrément... Je fais une note de frais après, mais après c'est vrai qu'on travaille exactement de la même manière. Alors il y a peut-être maintenant quelques maisons d'édition qui aussi reçoivent les fichiers de la part de la maison d'édition japonaise dématérialisés, donc en PDF. Donc, mais c'est le même système que tu numérotes sur écran ou sur papier. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même encore un goût prononcé. Je suis peut-être de la vieille école, mais pour le papier, quoi. On est des vieux tous les deux, c'est vrai que c'est agréable. J'ai des jeunes collègues qui écrivent directement la traduction sur le PDF maintenant dans les bulles. Il n'y a plus à numéroter les bulles et à reporter. C'est écrit directement là où il faut. Comme ça, le lettreur, après, sait où mettre quel texte. Ça allait être ma question, du coup, aussi, parce que du coup, les bulles, on sait qu'il y a quand même une place limitée à un moment ou à un autre. Oui. Et je pense qu'il y a certaines traductions, ça doit être très touchy japonais-français, parce que du coup, il y a des expressions qui ne fonctionnent pas. Enfin, c'est comme l'anglais et le français. Absolument. C'est la même idée. Est-ce que vous avez des limites de caractère? Parce que du coup, vu que c'est vous qui définissez les bulles, indirectement, vous devez sans doute être habitué, mais est-ce que du coup vous savez, ou est-ce qu'il y a des fois on vous renvoie quand même le fichier en mode cette bulle-là, cette bulle-là et cette bulle-là, faut que tu trouves une autre traduction parce que c'est pas possible, c'est trop grand, trop petit Alors, de mon expérience, et comme tu dis, effectivement, donc déjà le japonais c'est écrit verticalement, déjà. Le français horizontalement, donc automatiquement il va y avoir soit un gain, soit une perte de place à un moment donné. Moi, c'est une question sur laquelle je me suis jamais vraiment penché au début de ma carrière de traducteur, jusqu'à ce qu'effectivement je tombe sur de la traduction de jeux vidéo, où là donc on est sur des fichiers Excel et c'est comme le surtitrage finalement sur un film. Pour incruster, on est obligé limité à un nombre de caractères. Donc là, tu as fait une super trad, tu dis putain c'est génial, machin et tout, et le mec il revient vers toi en disant attends là ça rentre pas, donc tes 3 lignes là tu vas m'en faire une. Donc ça fait un excellent exercice aussi, une bonne gymnastique évidemment pour dire la même chose de façon plus concise mais avec autant d'impact. Et naturellement, j'ai envie de dire, c'est vrai que maintenant je suis beaucoup plus, je fais plus attention à ça. Quand je traduis un manga aussi, je me dis, voilà quand même 10 lignes, il va pas être content le lettreur là. Donc ça vient naturellement, je trouve. Je sais pas toi, Fédois. Exactement, ça c'est un coup à prendre et je m'en suis rendu compte parce que là en ce moment je suis en train de retravailler sur une de mes premières traductions, donc d'une série qui s'appelle Rave de Hiro Mashima qui va ressortir chez Glénat, et celle-là je l'avais traduite vraiment en 2001, donc un de mes tout premiers travaux, et à l'époque je ne me rendais pas compte des contraintes graphiques derrière et je faisais des phrases à rallonge, et en rouvrant les tomes français je me rends compte que c'est écrit tout petit, c'est pas agréable à lire. Le lettreur a dû choisir une taille de police vraiment minuscule pour faire rentrer les phrases, et donc mon travail de réadaptation consiste surtout à supprimer le superflu, faire des phrases plus efficaces, plus concises. Et c'est vrai que, mais par contre, c'est à l'appréciation du traducteur, contrairement à comme dans les jeux vidéo ou dans le sous-titrage d'animé, où là c'est différent. On travaille sous un logiciel spécifique qui s'appelle Aegisub, et c'est comme à peu près un tableau Excel aussi. Et quand on rentre la phrase, ça décompte le nombre de caractères par seconde. Donc on voit directement si on dépasse, si ça commence à s'afficher en rose puis en rouge, et quand c'est en rouge, c'est pas non. Donc il faut effacer. C'est recommence. Quand t'arrives au rouge, c'est recommence. Ouais, c'est que t'es pas content quoi, c'est que t'es en mode dommage. C'est ça. Parce que la phrase peut pas être trop longue vu le temps qu'elle reste. Oui, parce que du coup ça dépend de l'affichage, de comment ça apparaît aussi, j'imagine. Donc. Et puis quand tu regardes un film ou un jeu vidéo ou un dorama, c'est vrai que c'est pas agréable de te retrouver avec un pâté. Tu vas pas rester comme ça. Il faut que ça. C'est 2 lignes maximum en général. Ouais. Donc. Alors après, effectivement, il y a des fois, il y a des tournures en japonais qui peuvent être extrêmement longues parce qu'il y a des niveaux de politesse, des choses comme ça, et qui vont être extrêmement réduites en français parce que on n'a pas
tous ces registres-là, nous, Ah de oui. politesse en français. Ça va être Honorifique, tu oui. ou vous. Voilà. En japonais, il y a le langage honorifique, le langage simple, honorifique, humble aussi, quand tu parles pour toi. C'est vrai que plus c'est long, Voilà. plus c'est poli en japonais. Plus c'est long, plus c'est poli en japonais. C'est exactement ça. Et au contraire, alors qu'en français, et parfois, juste tu as 2 kanji, donc 2 caractères chinois, mais en français, il va falloir quand même un sujet, un verbe, un complément. Ouais. Et donc tout de suite, la phrase, elle devient Ok. super longue. Et parfois, tu as des gens qui sont en face de toi, souvent les correcteurs, les correctrices, qui sont des perles en français, parce que eux, leur but, enfin leur travail, c'est justement d'encore plus fluidifier pour les gens qui vont lire le manga ou jouer au jeu en français, et qui n'ont aucune connaissance du japonais. Enfin, ça m'arrive. Et des fois, qu'ils reviennent vers toi avec des questions en disant, mais vous avez bien tout traduit là, parce que... Oui, non, mais voilà. On Ok. peut pas perdre trop de temps non plus à rentrer. On fait pas des cours de japonais non plus, tu vois. Oui, bah oui, c'est ça. Mais c'est que- ça, c'est des trucs auxquels on tombe assez souvent dessus, quoi. D'accord. Donc ouais, donc effectivement, vous faites la traduction, c'est déjà pas mal mine de rien. Mais vous faites pas du tout la mise en page, vous faites pas du tout. C'est vraiment. Non. C'est totalement un autre métier qui passe après vous. Complètement. C'est vrai qu'il faut. Il y a plusieurs corps de métier finalement. On parle de traduction de manga, mais bon, il y a plusieurs corps de métier là-dedans, dont le lettrage, enfin le lettreur fait partie. Les correcteurs. Les aussi. correcteurs, ouais. Est-ce Merci les correcteurs. C'est vrai, quand tu Bah as oui. la tête dans le guidon, Bah oui. non mais tu peux revenir sur une trad plusieurs fois. Non, À un moment ouais, donné, ouais. il y a quand même quelque chose qui manque. Enfin, il faut toujours avoir un Quand c'est ton troisième texte, œil. voilà, t'as pas suffisamment de recul en fait. Pas du tout. Et ça peut vous arriver de travailler en équipe aussi en traduction. Parce que, comme vous dites, j'imagine que c'est très personnel la traduction en japonais. Enfin, il y a certains points, je pense que c'est De la plutôt traduction tout personnel. court, hein. Ouais, Ouais. c'est pas spécialement au japonais. Sur un manga, non. Jeux vidéo, oui. Bah, C'est t'as des supervisé quand équipes. même Ah oui. Akane Banashi. Ah, supervisé, oui, mais oui, c'est vrai, effectivement. Oui, c'est vrai. Donc, je vous présente mon impresario. Ah, Jean, Si vous êtes né dans les années 70, vous savez ce que ça veut dire, le mot impresario. Sinon, aujourd'hui, on dit manager. Oui, c'est vrai, j'ai supervisé un manga là, sur le rakugo, donc, qui est un Oui. art traditionnel que je pratique, japonais, du conte. J'ai un spectacle aujourd'hui à 16h sur la grande scène. Save the date. Et c'est... oui, effectivement. Donc, comme c'est un art traditionnel, il y a tout un pan de vocabulaire très spécifique. Donc, on m'a demandé de repasser derrière, mais franchement, elle est super, hein, la traduction. Géraldine Houdin, si tu nous regardes, elle est super, quoi. Tu vois que la fille, elle a bossé, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire derrière, mais c'est le seul cas. Après, le jeu vidéo, ouais, plus, parce qu'on est c'est des équipes, c'est 50 000 caractères chacun, donc bon. Ok. Moi, C'est- je voudrais revenir sur les 2 principales étapes, en fait, parce Oui. qu'on dit traduction, mais en vrai, c'est traduction-adaptation. Oui. Donc, on va dire la traduction, c'est le côté littéral, voilà, tel mot correspond à tel mot en français, voilà. Sauf que si on traduit mot à mot, bah, c'est pas agréable à lire en français. Donc, la deuxième étape, c'est prendre ce texte-là pour le remanier, le réécrire et en Ok. faire du français idiomatique. La plupart des traducteurs sont traducteurs-adaptateurs. Donc on fait tout dans un même mouvement. On va pas, sauf cas exceptionnel, on ne fait pas une première trad littérale puis une réadaptation. Avec l'habitude, on fait ça en une seule fois. Mais il y a des cas de binôme, par exemple, qui vont travailler un traducteur et un adaptateur. D'accord. Assez souvent, on voit le traducteur, ça va être une personne d'origine japonaise, par exemple, qui ne maîtrise pas suffisamment bien le français, et l'adaptateur, lui, va être français. Il ne parle pas forcément japonais, mais à partir du texte traduit, lui, il va le remanier pour faire un texte fluide. Ok, donc super intéressant du coup. Ouais. Donc en fait, ça peut vraiment être aussi en 2 étapes. Ouais. Et de toute façon, vous êtes quand même au tout début du maillon, on va dire côté français. C'est ça. Oui, oui. En fait, c'est que vous recevez du coup le manga japonais, tout Oui, simplement. complètement. Oui. Et en fait, vous du coup traduisez, réadaptez, c'est remis en page. Du coup, voilà. Et après, du coup, ça sort de l'autre côté en France. Et ça dépend des éditeurs, mais on a quand même, la plupart du temps, une validation à donner. Ok. On nous envoie un PDF avant impression
pour qu'on corrige. Des fois, on a eu d'autres idées entre-temps, parce qu'il y a quelques mois qui séparent la traduction de la sortie effective. Et voilà, on check si tout est bien en place, on donne les petites corrections si besoin, et là, on donne ce qu'on appelle le bon à tirer, donc le BAT, et là, ça part à l'impression. Ok, donc là, ouais, c'est le dernier, c'est le check final. Du coup, je rebondis sur ce que dit Fédoa, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh là, mais au Japon, ils sont vachement en avance sur les sorties, en France, ça arrive super tard, J'avais posé la patati question. patata. » C'est parce que justement, il y a tout ce processus. C'est pas une fois qu'on a traduit, c'est pas parce qu'on va mettre, je sais pas, une semaine ou un mois, ça dépend de son rythme de travail et de sa quantité de travail, parce que quand on est sur plusieurs titres en même temps, évidemment, il faut s'organiser. C'est pas parce qu'on met une semaine à traduire un manga qui va sortir la semaine d'après, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Il y a tous ces allers-retours entre le correcteur qui passe, parce qu'il faut savoir que nous, notre client, c'est la maison d'édition française. Oui. Tu vois, on n'a aucun rapport avec la correctrice ou le correcteur. Donc à chaque fois, ça prend du temps, tout ça, évidemment. Après, ça part à l'impression. Après, il y a aussi tout le côté marketing, le lancement, le ceci, le cela. Sans Donc ça oublier prend les du temps. validations des ayants droit japonais. Et voilà, qui sont, j'allais y venir, qui sont parfois un peu... Ah oui. Voilà, mettez un bip là parce que je vais dire un gros mot. Mais non, voilà. Et nous aussi, on n'a rien à voir avec le côté Japon, tu vois. On ne connaît pas les maisons d'édition japonaises, on ne connaît pas les gens qui sont responsables de ce titre au sein. Et les auteurs non plus, en fait. D'accord. On n'a aucun lien... Enfin, je ne sais pas si tu as rencontré des auteurs que tu as traduits, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, alors, pour parler un peu niveau date, en moyenne, combien ça prend de temps, du coup, entre le moment où vous attaquez le projet, on va dire, entre guillemets, et le moment où ça sort? Est-ce qu'une moyenne, hein, je sais que c'est pas pareil pour chaque maison d'édition, tout ça, c'est quoi? C'est, on va dire, 6 mois, c'est 1 an, c'est... Je dirais 6 mois en Ouais, moyenne. à 6 peu mois. près. Ouais. Ok. À peu près. Donc 6 mois, donc le temps que vous commencez jusqu'au moment ouais, où... à peu près 6 Ok. mois, ouais. Après, tu discutes avec la maison, tu vois, et tu leur donnes ton planning, tu leur dis, bah, ça, je peux le faire, mais pas avant ça, machin. Après, bon, ils s'organisent un peu, mais oui, 6 mois, c'est bien. Mais ils aiment bien, comme tu disais, on est le premier maillon de la chaîne, ils aiment que la traduction soit vraiment très très en amont. Comme ça, s'il se passe quoi que ce soit durant les autres étapes, au moins la traduction, c'est fait, quoi. Ok. Et du coup, c'est pas trop dur, parce que vous parliez du rôle d'adaptation, et moi, ça me paraît super important. C'est pas trop dur quand vous commencez un nouveau titre que vous connaissez pas, donc à vos débuts ou même maintenant, parce que vous en commencez tout le temps, de prendre de zéro, parce que un peu comme les traducteurs, vous devez aussi vous imprégner les personnages quand même pour l'adapter. C'est-à-dire que par exemple un Luffy, on va pas l'adapter pareil qu'un Naruto. Enfin, là je prends les plus gros, hein. Vraiment j'ai fait le plus simple possible. Mais et puis c'est pareil parce que même les mangaka, eux, ont une manière différente de fonctionner, de faire fonctionner un personnage. Et c'est pas trop dur du coup d'adapter des fois. Est-ce que des fois vous trouvez peut-être que vous êtes dans le faux ou vous avez jamais eu trop de retours comme ça? Encore une fois, c'est un coup à prendre, Oui. et j'avoue que moi, c'est ce que je préfère dans la traduction. Ok. C'est faire parler les personnages et choisir les registres de langage adaptés à chacun. Donc évidemment, c'est beaucoup plus facile quand on travaille sur un Dragon Ball, qu'on est fan depuis des années et qu'on sait exactement comment on veut rendre le ton de Goku en français. C'est moins simple quand on découvre les personnages, mais heureusement, le japonais est ainsi fait qu'il y a beaucoup de registres de langage aussi, ne serait-ce qu'au niveau des pronoms personnels. Les personnages vont avoir différentes manières de dire je. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais il va y avoir ore pour les garçons, ou boku, watashi qui est neutre, qui est très utilisé pour les filles, atashi aussi. Voilà. Et Goku il dit ora par exemple, qui est un dérivé campagnard de ore. Oui, d'accord. Okay. Et donc c'est des petites indications comme ça qui vont donner une couleur au parler du personnage qu'il va falloir rendre en français d'une certaine manière. Après, c'est très subjectif. Donc moi, mon ressenti du personnage va peut-être pas être le même ressenti qu'un autre traducteur. Mais voilà. C'est votre difficulté aussi à vous, parce que il y a aussi tout le côté traduction, mais des animés. Et c'est vrai que du coup, derrière, il y a quand même un comédien qui va jouer le personnage, qui va jouer la... je pense à Brigitte Lecordier avec Sangoku, parce que... Voilà quoi, enfin c'est tout le monde connaît cette voix. La référence. Voilà, c'était plus simple encore une fois, j'aurais pu chercher plus loin, mais c'est peut-être le plus simple. Et c'est vrai que du coup, c'est plus facile entre guillemets de faire vivre le personnage. Mais c'est vrai qu'une personne qui n'a jamais connu le manga en tant que tel, enfin l'animé plutôt, excusez-moi, quand il va arriver dans le manga, vous avez une manière peut-être de l'imaginer dans votre tête qui sera peut-être pas pareil, qui sera peut-être pas pareil au niveau de la lecture pour une personne
qui ne connaît pas du tout l'œuvre. Du coup, ça va être très compliqué de essayer de faire vivre ce que vous avez comme idée à travers le personnage. Bah, disons que là-dessus, idéalement, il faudrait que ça soit la même personne, ou en tout cas la même équipe de personnes qui va travailler sur les différents supports. Moi, j'ai eu un exemple à un moment donné, parmi les jeux vidéo, il y avait un truc que j'avais traduit avec une équipe qui s'appelle Danganronpa. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Bon, la version 3. Un ours. C'est, Ah, ok, voilà. si, c'est bon. Et en fait, l'ours, à chaque fois, l'ours en japonais, c'est Kuma. Ok. Et bonjour, c'est Ohayo. Et l'ours, à chaque fois qu'il rentre en scène, il dit Oha Kuma. Donc, on s'était dit, donc bonjour, on avait traduit par bonjour. Bon, ça paraissait évident. Donc, on était tout contents. On s'est dit, machin, on envoie le jeu, les gens, bon, ils avaient l'air contents. On s'est dit, c'est cool et tout. Et après est sortie la version papier de Danganronpa version 3. Et on l'a découvert et aucune personne de l'équipe qui avait travaillé sur le jeu vidéo n'avait été approché. Et le truc, c'était juste bonjour, bon. Et du coup, on s'est dit, putain, c'est un peu fade, c'est un peu dommage que les gens qui sont rentrés par le jeu. Enfin, voilà, tu vois. Et après, ça crée des tensions sur les forums et c'est très désagréable. Ouais. Et justement, j'allais aussi. Excuse-moi, je sais pas. Non, c'est ok. J'allais revenir aussi parce que pour Détective Conan, et ça t'est sans doute arrivé aussi, quand vous arrivez après un autre traducteur, c'est pas trop dur du coup. Ouais, non, mais parce Alors, que. Il y a un outil magnifique qui s'appelle la Bible. Oui, alors moi, j'en ai pas toujours eu. Hein. Alors, en particulier sur les longues séries, on va dire. Et en fait, bon, c'est un document dans lequel est répertorié les noms des personnages, les noms de lieux, c'est indispensable. les relations entre eux, etc., etc. Alors, moi, j'ai pris Conan au tome 75. Ok. Donc, alors, j'ai pas eu besoin de lire les 74 précédents. Mais déjà, il m'avait envoyé quand même du 64 au 74 pour que je lise et que je m'imprègne de l'histoire, plus la Bible. Parce que Conan, c'est très complexe, il y a beaucoup de personnages. Et puis, dans le tome 75, il parle d'un truc qui a eu lieu dans le tome 5. Enfin bon. Et en revanche, j'ai rencontré le traducteur historique, Thibaut Desbief, donc, qui a été le premier à découvrir la série, à la porter à Cana. Et bon, après, on connaît l'histoire. Et il me disait, lui, au départ, évidemment, quand tu sors 1, 5, 10 tomes, t'imagines pas que 30 ans plus tard, tu vas être au 104, tu vois. Et en fait, le souci dans une série aussi longue, c'est que Aoyama Sensei, donc le créateur, même pas lui, à ce moment-là, il savait comment ça allait se dérouler, tu vois. Bon, il a plus ou moins un fil rouge, qui sont les hommes en noir, mais il y a plein de trucs, et des fois il y avait des fautes en fait par rapport à l'original en fait, il y avait des non-sens. Okay. Oui, il y avait mais bon, le non-sens tu peux pas le changer dans la traduction, tu es obligé de traduire comme c'est en japonais. Enfin, parce que le japonais est une langue très vague et très soumise à interprétation, donc souvent le traducteur est obligé de trancher, faire un choix, et puis des fois c'est pas le bon choix, et comme on peut pas lire l'avenir malheureusement. Absolument. Donc ça peut être corrigé au cours des réimpressions. Ouais, mais tu vois c'est mieux, enfin c'est plus agréable de travailler sur une série courte, on va dire, un truc en 5 tomes ou même 10 tomes, tu vois. Tu lis tout. Tu sais tout. Tu sais où tu vas. Et après, voilà. Et après, quand tu pars dans une super longue série comme One Piece, je sais pas, ils sont à plus de 100 aussi, ouais, c'est énorme, One Piece aussi, ouais. Bon, c'est compliqué à mon avis, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Et puis, c'est aussi super intéressant. Le japonais, comme vous dites, c'est interprétation. Ouais. Et je pense qu'ils ont aussi le même problème du côté des animés. Mais c'est vrai que les animés, il y a tout le côté prononciation. Enfin, voilà, il y a le jeu d'acteur, comme tu dis. Voilà, le jeu d'acteur. Merci, je cherchais le mot en fait depuis tout à l'heure. J'ai essayé de combler pour l'avoir. Même une bulle écrite, des fois, on ne sait pas qui la prononce. Quel Ah oui. personnage il n'y a pas forcément les petites flèches. Bah oui, du coup, sur les trucs de la pensée ou. Ok, il utilise tel genre de vocabulaire, donc ça doit être lui, mais on peut pas être sûr. En animé, il y a les voix qui peuvent aider. Ouais, ça aide pas mal effectivement. Absolument. Ouais. Okay. Du coup, moi je voulais quand même revenir à une chose parce que on s'est lancé dans ça, donc moi je vous ai suivi, ça me va très très bien, c'est ça totalement. Mais comment, pourquoi au début et comment ça vous est arrivé, parce que c'est vrai que c'est un métier que tout le monde
en fait, entre guillemets, utilise. Enfin, tout le monde voit ce métier-là parce que tout le monde qui lit des mangas, bah, c'est traduit. C'est mieux quand même. C'est plus simple pour nous Français. Ou alors, il faut apprendre le japonais. Ouais, voilà, Aussi. c'est ça. Mais comment ça vous est venu cette idée-là et comment déjà vous avez appris le japonais aussi comment ça vous est arrivé? Et puis bah, du coup, voilà, il y a Attends, une backstory. on finit à 12h45, c'est ça? Je suis pas sûr qu'on ait assez de temps. Hein. Et tout va bien. Je suis là, Alors. je regarde l'heure. Tu as vu là en Très plus. très court. Hein. Non, mais- Donc moi je viens de Nice à l'origine et j'ai commencé le japonais quand j'avais 15 ans au lycée. Donc il y a 35 ans. Parce Ok. que j'en ai 50 aujourd'hui. Donc c'était. Et j'ai fait toute ma vie en fait avec le japonais. Après je suis parti à Paris, j'ai fait les Langzhou, je suis parti au Japon. Là, ça fait... Ben oui, en général quand tu survis, c'est que... Et donc ça fait 27 ans maintenant que je vis au Japon. Et bon, j'aime pas trop le dire, mais je le dis quand même, en fait, les mangas m'ont jamais intéressé toutes ces années. Et le déclic, en fait, ça a été l'idée de faire la promotion du rakugo, donc cet art que je pratique. Le jour où j'ai trouvé un manga sur le sujet, je me suis dit, faut traduire ce truc en français pour faire connaître le rakugo. C'est ça la démarche. J'ai démarché plein de maisons d'édition qui m'ont dit ouais, Rakugo, Kezako, on sait pas, ça va pas se vendre, machin, bon bref. Mais bon, comme je suis d'un naturel un peu, je m'accroche, tu vois, c'est un peu comme les punaises de lit, hein, pour rester dans l'actualité. Un jour, il y a Kana qui revient vers moi en me disant le Rakugo ne nous intéresse toujours pas. Sympa. Donc au moins Merci, ils sont merci. directs, c'est bien. Il faut Mais bien. on a un titre dans notre catalogue et on aimerait bien vous faire passer un test et si ça vous intéresse, que vous en devenez le traducteur. Et même pour quelqu'un qui n'avait aucune référence en matière de manga, quand j'ai vu le truc, c'était Détective Conan. Ok. Je dis mais quand même c'est connu ce truc. Bon. Et puis bah, c'est un travail, tu vois, donc tu ne craches pas dans la soupe hein, quand on te propose un boulot. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et 10 ans après, là je suis sur une quinzaine de séries en même temps à peu près, quoi. Mais je pensais pas que... Tu vois, c'était un truc un peu périphérique, tu vois, parallèle. Ouais, c'était la une traduction. expérience. Une expérience. Et puis, Ouais. bon, Conan, bon, voilà, c'est connu, quoi. Donc, je me suis dit, bon, voilà, on va le Ouais, faire. c'est toujours un truc Mais en là, plus. c'est devenu un métier à plein temps, quoi. Et c'est ton métier principal aujourd'hui ou c'est mix Oui, mix, oui, maintenant, oui. Moi, j'ai Ouais. travaillé pendant très longtemps dans le milieu culturel français au Japon, donc les instituts, les ambassades, les trucs comme ça. Et tout ça, j'ai démissionné il y a presque 3 ans maintenant. Ok. Et maintenant, je suis sur le Rakugo et la traduction à plein temps, effectivement. Ok. Moi, c'est l'inverse, c'est le manga avant tout. Trop bien. le manga. C'est super intéressant du coup parce que du coup ça C'est fait pour ça que vraiment c'est bien. deux parcours Ouais. différents. On a tous des expériences Mais- différentes qui mènent bon, au même Ouais, résultat. c'est ça. Et avant le manga, moi, c'est la bande dessinée. J'ai toujours été fan de bande dessinée. Quand j'étais petite, le manga n'existait pas en France. Je veux être auteur de bande dessinée depuis l'âge de 6 ans. Et quand j'ai découvert Dragon Ball, milieu des années 90, je me suis pris une claque monumentale et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je vais être mangaka. Et à partir de là, je me suis dit comment on devient mangaka parce qu'il n'y avait pas de manga français à l'époque, ça n'existait pas Oui. du tout. Donc mon idée, ça a été, je vais apprendre le japonais, je vais aller vivre au Japon et je vais sortir mon manga là-bas. C'est comme ça que Ah oui. je me suis mise. Belle démarche. Et parenthèse, elle est mangaka aujourd'hui. Bah, Oui, fais ta on- promo, Maintenant, fais doigt, oui. profite. Non mais Attends, non mais je voulais en attends, reparler j'y viens, après. j'y viens, Laissez-moi j'y le temps. Non, mais ça, c'était en 98. Donc Ok. voilà, j'ai commencé mes études de japonais. Et complètement par hasard, j'étais, je crois, en 3e année, un truc comme ça. J'ai une camarade de classe qui a été engagée aux éditions Glénat, donc comme assistante éditoriale. Et c'est elle qui gérait tous les traducteurs, tout ça. Et un jour, elle devait remplacer une traductrice qui était partie en vacances. Au pied levé, elle devait trouver Ok. quelqu'un. Elle m'a dit tiens, tu veux pas me dépanner sur le tome 3 de Pikachu Adventures, qui était un shoujo Pokémon absolument adorable. Ça existe ça? Mais je crois que c'est en arrêt de commercialisation depuis longtemps parce que ça a pas trop. Ouais mais ok très bien. Donc voilà comment j'ai traduit mon premier manga, alors que c'était pas du tout prévu à la base, et ça s'est bien passé. Donc après, elle m'a demandé de la dépanner sur les 3 derniers tomes de Ranma et demi, donc la première Ok. édition. Et très rapidement après, elle m'a donné ma première série, donc Rave de Hiro Mashima, après Black Cat de Kentaro Yabuki. Et en même temps, moi, je la travaillais un peu au corps en disant au fait, tu travailles chez Glénat, tu voudrais pas refaire la traduction de Dragon Ball Ouais, Parce que- juste pour voir. Comme ça, parce qu'elle avait presque 10 ans déjà, la traduction. Il y avait eu des petits problèmes au début de la censure, etc. Et moi, Dragon Ball, c'est ma vie, quoi. Donc, j'étais en mode, ce serait réfléchissez-y. Et un jour, elle a débarqué, elle m'a dit, ok, tu la refais.
C'est Ah moi. ouais, c'était Moi. Énorme, c'est Ah ouais, énorme. c'est- Et j'étais traductrice depuis 1 an. Et Ah oui, je me d'accord. disais, mais non, pourquoi moi? Et puis j'ai réfléchi 2 secondes quand même. Et je me suis dit, si je laisse passer cette occasion, ça se représentera plus jamais dans ma vie. Et voilà comment je me suis retrouvée à retraduire les 42 volumes de Dragon Ball avec le plus grand plaisir et la plus grande pression. Ouais, j'imagine que quand c'est arrivé, c'était en mode bon, bah d'accord, bon, bah go, de toute façon, faut. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années, vraiment à plein temps. J'ai toujours fait que de la traduction, quasiment que du manga. J'ai réussi à en vivre pendant des années, jusqu'à ce qu'arrive l'après-crise de la quarantaine, on va dire, où j'ai commencé à réfléchir, est-ce que j'ai vraiment envie de laisser de côté mon propre manga sur lequel je travaille dans ma tête depuis 2002. Et en fait, la réponse c'était non. Je Ouais. peux pas rester comme ça à laisser moisir mes personnages qui attendent depuis des décennies. Et en 2020, je me suis enfin lancée en auto-édition. J'ai sorti mon premier one-shot et là, je suis en train de travailler sur un deuxième. Disponible sur ton stand. Sur mon stand, à côté du stand Cultura. Là, Combien pas C'est très combien loin. C'est combien En yens, en yens. En yens, j'en sais rien. C'est quoi le taux du yen actuellement? Surtout parce que pour l'instant, tu ne l'as pas présenté. Donc, quel est le nom déjà? Ah oui, ça Peut-être quand même, parce que bon, il a acheté le nom, on verra. Ça s'appelle Pilgrim et mon nom de mangaka c'est Shindo et n'hésitez pas à passer me voir. Donc je suis à côté du stand Cultura. J'ai oublié le numéro du stand, mais je crois que c'est 306, un truc comme ça. Ouais. Et, Enfin voilà. et je profite aussi pour dire du coup que tu as un site internet Pilgrim, si je ne me trompe pas, où c'est. Oui, sur aerialsmanga.com. C'est ça. C'est aussi disponible en lecture gratuite. Et le premier chapitre de mon nouveau manga, donc Heathens, est disponible aussi. Ok, donc parce que ça c'est du coup c'est récent, non? Si je ne me trompe pas, parce que au Oui, Japan Tour on en discutait, je crois. C'était en cours. Là, j'ai dû le sortir, moi peut-être avant l'été, un truc comme ça. Ok, ah oui d'accord, Ouais. donc ouais, c'était vraiment, en fait, ça a été jumelé. Ok, d'accord, Ouais. super intéressant. Mais du coup, trop bien, parce que moi, c'était aussi le kiff quand même, la traduction, c'est maintenant votre cœur d'activité principale, mais vous faites vous deux autre chose, c'est quand même super intéressant. Donc, toi, tu as tout le côté pilgrim. Comment tu souhaites le faire évoluer? Et je vais te proposer une question au Japan Tour, parce que je voudrais bien savoir l'évolution. Parce que pour l'anecdote, du coup, au Japan Tour, j'ai vu, c'était la seule question que j'ai pu te poser, parce que du coup, on s'entendait pas. Là, t'es au calme, hein, tu peux y Voilà, aller. c'est ça. Et du coup, moi, je veux l'évolution de ça. Est-ce que tu as prévu, du coup, de peut-être sortir au Japon, de sortir à l'étranger? Parce que moi, c'était la seule question que j'avais posée. Et comment va se passer, du coup, l'évolution de tes mangas? Qu'est-ce que tu comptes faire par la suite? L'international, pas pour le moment, parce que pour tout avouer, pour moi, Pilgrim, c'était un manga d'entraînement, parce que ça faisait encore une fois une vingtaine d'années que j'avais plus dessiné sérieusement. Donc là, je m'étais mise réellement à faire des planches, étudier la narration, le découpage, tout ça. Je ne pensais pas que j'allais me retrouver avec un volume relié. Moi, j'avais publié mes petits chapitres comme ça sur mon site et il se trouve que ça a trouvé son public. Et voilà, donc on a fait une campagne de financement participatif pour avoir la version papier, tout ça. Donc ça, déjà, je ne m'y attendais pas. C'est pour ça que je ne voyais pas tellement à long terme avec ce projet. Maintenant, j'ai mon deuxième et je sais que quand j'aurai fini mon deuxième one-shot, je vais passer à ma série longue. Et Ok. mon objectif, c'est de m'améliorer suffisamment en dessin parce que c'est vraiment là où le bas blesse. Je ne suis pas encore au point graphiquement. Donc c'est pour ça aussi que je suis en auto-édition. Je ne suis pas allée voir les éditeurs parce que je savais que je n'avais pas le niveau pour être édité en France. Donc c'est pour ça que pour le moment, une édition internationale, la question ne se pose pas. Je me poserai la question quand je passerai à ma série. Ok. Et là, j'espère avoir un meilleur niveau. Ok. Et du coup, là, donc, pour l'instant, tu es en auto-édition. Tu es toute seule sur. Oui, Ok, donc tu fais tout seul, le dessin, c'est ça. l'histoire Le déjà. scénario, c'est pas mal. tout ça. Ouais, c'est ça. Parce que bon, l'histoire, ça Et, prend du temps. Et heureusement, donc, comme ça fait 20 ans que je travaille pour des éditeurs professionnels de manga, j'ai beaucoup d'amis et de contacts qui ont pu me donner des conseils pour Trop l'impression, pour le choix du papier, tout ça, me donner les bons tuyaux, les bonnes adresses. Et j'essaye de partager aussi ces tips-là quand on me demande, parce que c'est vrai qu'on est souvent un peu perdu en auto-édition quand on est tout seul. Et voilà, c'est important. Oui, puis c'est pas un monde facile entre guillemets dans le sens où L'accès, oui. en fait nous on fait beaucoup de ça donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de mangaka français mais en fait non en fait par rapport au nombre de de plus en plus. romanciers de tout ça en fait les mangaka français Moi, c'est je pense pas je pense qu'il y en a beaucoup. Après, il y a ceux qui se vendent
vendent et ceux qui sont pas encore vendus sont plus nombreux, quoi, c'est tout. Bah ça, c'est très Au Japon, compliqué. c'est pareil. Hein, Oui, bah, bien des sûr. mangaka, En fait, il y en a plein, quoi. C'est ça, en fait, c'est que les mangaka, il y en a énormément, mais des qui percent, il y en C'est a ça. un pourcentage très minime, en fait. C'est ça. L'art, c'est comme ça. C'est le jeu, de toute façon, c'est comme ça. Bah, et c'est puis- dans tous les domaines, hein, ouais, c'est Totalement. comme ça. Et du coup, toi, Cyril, est-ce que Oui. tu peux nous dire ce que c'est que le rakugo, peut-être? Parce que je sais que la première fois, et je sais que quand moi j'ai fait mes recherches en interne, alors moi j'ai regardé pas mal de trucs, parce que, encore une fois, on sait tous jouer au Japan Tour, c'est pour ça que je dis ça. Donc moi, le rakugo, j'étais fixé. Mais c'est vrai qu'une personne qui ne connaît pas le rakugo, Oui. qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi le rakugo? Non, mais pour faire simple, c'est du conte en fait humoristique japonais, mais c'est juste un petit peu particulier parce qu'on est habillé d'un kimono et qu'on est assis sur les genoux sur un coussin. Et en fait, on va raconter une histoire avec des personnages. C'est ces personnages, on va les interpréter ces personnages. Donc c'est eux qui font évoluer l'histoire. Et on a 2 accessoires, un éventail et un carré de tissu, qui nous servent à illustrer un peu le propos de l'histoire que l'on est en train de raconter. Si tu veux, c'est un truc de suggestion. Grâce à la parole, on fait imaginer au public la situation que l'on vit avec une chute. Rakugo, c'est ce que ça veut dire, la parole avec une chute, qui est plus ou moins humoristique. C'est un art qui a plus de 400 ans d'existence. Et je suis un des 2 seuls Français au monde à le faire en français, on va dire, mais aussi en japonais. Et pour en savoir plus, on y arrive. Les éditions Kiun ont sorti le 12 octobre un manga du Shonen Jump qui s'appelle Akane Banashi, recommandé par Oda Sensei lui-même. Donc, Pardon du peu. le monsieur de One Piece. Et justement, alors c'est le Shonen Jump, donc on est sur quelque chose de très frais, de très pop. Il y a eu des mangas sur le rakugo, évidemment, jusqu'à présent, que j'ai eu la chance de traduire, qui étaient beaucoup plus intimistes, ou en tout cas beaucoup plus dramatiques. Peut-être il y a des gens dans le public qui connaissent le rakugo ou La Vie, qui a été un animé à un moment donné. Oui. Bon, ça c'est un manga à l'origine. Le papier est sorti après, ça s'appelle Le Rakugo à la vie et à la mort, aux éditions du Lézard Noir. La série est terminée. Mais c'est magnifique, mais c'est très dramatique, c'est un peu plus noir. Ouais. Alors que là, voilà, Akane, c'est une lycéenne de 17 ans. Son père est rakugoka, donc maître de rakugo, mais un jour il se fait dégager de sa famille dans un concours. C'est d'ailleurs tiré d'une histoire vraie, ça. Ok. Et elle décide de se venger. Et pour se venger, elle se dit, bah, moi je vais devenir rakugoka. Donc elle va suivre toute la formation. Donc il y a toutes ces thèmes chers au shonen, le surpassement de soi, l'enseignement, le ceci, le cela. Au Japon, ça fait un carton. Je crois qu'ils ont plus d'1 million d'exemplaires déjà. Très bien. De vendus. Bah, il y a Oda Sensei aussi qui recommande. Effectivement, ouais, c'est... Et là, ben, on croise les doigts, mais je veux dire, Kiun a fait une très très grosse opération de communication en proposant une soirée de lancement à l'Olympia, à Paris, le 10 octobre dernier, ce qui explique ma présence en France. Et donc, on a fait une très très belle soirée où on a présenté en direct le rakugo, où on avait formé des influenceurs aussi, qui n'avaient rien à voir avec le rakugo, mais on les a formés pour qu'ils jouent une pièce. Il y avait un quiz, c'était Marie Palot qui était la maîtresse de cérémonie. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de toucher les jeunes, on va dire. Et moi, je trouve ça chouette, en espérant que ça marche, parce que j'aimerais bien arriver à transmettre un peu ça. Mais comme il faut te dire sur les genoux, faut un peu des jeunes, quoi. C'est ça, c'est qu'il y a Maintenant, un moment, faut transmettre le savoir. Ouais, parce que moi aussi, les genoux, ils seront pas éternels. Hein, donc, Ouais. on croise les doigts. Et puis, si ça marche pas, je me mettrai à l'ikebana, quoi. C'est bien aussi. La floraison, l'art floral, quoi. Ou la cérémonie du thé. Moi, je tiens déjà sur le genou, donc c'est bon, quoi. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous aujourd'hui à 16h sur la grande scène. Voilà, Voilà, super. ce sera Mais, encore mieux. mais- Avec des histoires d'horreur, parce que c'est Halloween. Oh. Ah oui, là, c'est des histoires de fantômes que je vais faire. Parce que du coup, le rakugo, du coup, ça peut être toute histoire. Ça peut être du dramatique, de l'humoristique. Absolument. Il y a un gros répertoire de comiques humoristiques. Alors après, c'est pas du... Oui. Tu vois, on se tape pas sur le bide toutes les 20 secondes, quoi. Oui, c'est plutôt... Mais c'est humoristique. Après, des fois, il y a des chutes, oui, proches de La Fontaine. Hein, aussi, on peut se retrouver aussi. Et il y a aussi un répertoire, effectivement, d'histoires plus tragiques, ou des fantômes, etc., etc. Très bien. C'est très vaste. Ok. Très humain. Oui, bah oui. Et moi, j'avais une question quand même. Comment tu as découvert ça et surtout,
Moi, j'ai une autre question. En France, comment tu l'as fait arriver? Parce que je pense que c'était quelque chose où les gens ont dû te regarder du mode pourquoi, Ouais. comment le mettre en place. Enfin, Alors, au départ, ça vient de la crise de la quarantaine dont parlait Fédoa tout à l'heure, qui moi m'est arrivée il y a 10 ans. Et où je suis arrivé à un moment de ma vie où je me disais, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu restes comme ça à l'institut, donc dans ce milieu-là, tout le temps. Tu continues comme ça, tu fais autre chose. Et en fait, à la réflexion, moi, tout ce que je sais faire, c'est parler japonais et parler français, en fait. J'ai appris le japonais, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Et je me disais, bon, voilà, ça fait une vingtaine d'années que tu vends la France au Japon. Pourquoi ne pas vendre le Japon en France? Oui. Et je cherchais quelque chose d'original. J'ai toujours aimé le rakugo dans le public, en tant que spectateur. aficionados, tu vois. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer ça? Et puis en même temps, c'est une façon aussi, parce que je le fais en japonais à l'origine, c'est une façon de continuer à s'améliorer dans l'apprentissage de la langue japonaise, qui est finalement la passion d'une vie. Donc c'est une espèce d'enchaînement naturel. Dire, bon voilà, j'ai commencé le japonais à 15 ans, après je suis parti à Paris, après je suis parti au Japon, j'ai travaillé au Japon, Prochaine étape, pourquoi pas faire rire les Japonais en japonais. Et après, grâce au travail de traduction aussi, d'adaptation, certaines histoires, parce qu'il y a plein d'histoires avec des thèmes universels, donc qui sont tout à fait traduisibles et adaptables en français ou dans d'autres langues, j'en suis arrivé là, quoi. D'accord. Donc on va dire que c'est l'histoire d'une vie. Bah c'est ça. Mais c'est super beau du coup. Et puis c'est vrai que au final, t'as fait plein de choses au Japon, plein de choses en France. Ouais, ça se développe bien en France, ouais, donc on est content. En France, en francophonie aussi. Hein, je vais souvent à Montréal. Enfin, j'ai moins avec le Covid, mais oui. Il y a eu Montréal, il y a eu la Nouvelle-Calédonie, ou des pays aussi où la culture de l'oralité, parce que c'est la culture de l'oralité en fait. Hein, le rakugo, c'est l'oralité. Et il y a des pays comme la Calédonie où c'est encore très très fort, où la culture du conte est très très forte. Donc les gens sont attentifs et friands à ce genre d'activité. Ok. Voilà. Moi j'avais une question. Qu'est-ce qu'il est sérieux, dis donc. Pour finir. Non, mais c'est très bien, honnêtement. On va revenir un tout petit peu. Il ne reste plus beaucoup de temps et j'aurais dû la poser avant, c'est dommage. On devait pas faire un jeu? Du coup, comme. T'as oublié les photocopies? C'est pas que j'ai oublié, c'est que. Si, j'ai oublié. Et. Non, mais dis-le. Et je suis allé chez une personne où son imprimante a cassé. Il y a un moment, quand le destin ne veut pas, le destin ne veut pas. La Bondo, l'imprimante. Hein. Tant pis. Et comme dit, j'ai des feuilles qui sont prêtes pour le Japan Tour. Tout va bien, on a le temps. J'ai 6 mois d'avance. Donc, rendez-vous au Japan Tour Festival du 28 au 30 juin, c'est ça, l'année prochaine. Hein. 2024. Dernier week-end de juin. Voilà. Non, et du coup, moi, je voulais vous demander comment vous voyez l'avenir de la traduction. On le sait, les IA, tout ça, il y a un nombre de sujets incalculables. Alors, même sans parler d'IA, juste même la traduction, est-ce que vous voyez une évolution? Est-ce que même, ça fait longtemps quand même que vous en faites, vous deux, est-ce que vous avez déjà vu une évolution en fait, depuis vos débuts jusqu'à maintenant? Et comment vous pensez que ça va évoluer par la suite? On va laisser un peu Fédoé Hassan parler, puis je rebondirai après. Donc oui, forcément, en 20 ans, j'ai vu une évolution dans le milieu de la traduction, dans le milieu éditorial français. Avant, c'était très freestyle. Okay. On pouvait mettre ce qu'on voulait, c'était pas tellement relu, c'était pas tellement contrôlé. Maintenant, c'est plus le cas du tout. Okay. Le manga est pris au sérieux maintenant. Donc, déjà, on a des contrats, ce qui n'était pas forcément le cas quand j'ai commencé, ce qui n'est pas forcément légal non plus. Il faut le savoir, je le dis s'il y a des futurs traducteurs. Maintenant, c'est bon, c'est cadré, il y a des vrais contrats. Et tout est vraiment très, très réglementé. Il y a beaucoup de correcteurs qui passent derrière nous en interne, des relectures croisées et tout, pour vraiment le maximum de qualité possible. Ce qui est très bien pour les lecteurs, ce qui est un petit peu frustrant pour les traducteurs, parce que notre texte est beaucoup remanié. Et ça dépend des éditeurs, évidemment, mais des fois, ils sont vraiment très, très réécrits pour correspondre à une charte de qualité de l'éditeur. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu moins amusant en tant qu'auteur, parce que moi, j'aime écrire. Voilà, j'aime traduire parce que j'aime manier le français aussi, en plus du japonais. C'est très important d'aimer écrire en français quand on fait de la traduction. Oui, je pense, ouais. Et donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, maintenant, il faut que ce soit un petit peu plus normalisé.
Et donc ça c'est pour vraiment le milieu pro. Et ensuite au niveau de la langue japonaise, et aussi il y a eu une évolution. Ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai pu apprendre en classe. Dans les mangas, c'est un langage très oral, c'est quasiment que des dialogues. Et donc, on se retrouve des fois avec des langages de l'argot ou des expressions à la mode chez les jeunes. Et donc, heureusement qu'il y a Internet, parce que comme ça, moi, ça fait un petit moment que je ne suis pas allée au Japon, contrairement à mon confrère. Voilà, pour se tenir au courant, il faut faire appel à notre moi, je peux avoir le problème contraire, justement, parce que comme j'habite plus en France, parfois... des expressions françaises, il peut y avoir des expressions françaises sur lesquelles je suis un peu largué, donc merci Internet, effectivement. Non, mais c'est vrai, ce que dit Fédois, ça c'est extrêmement bien professionnalisé, avec les contrats, les choses comme ça. Et puis il y a aussi une reconnaissance aujourd'hui du métier de traducteur de manga, qui n'était pas le cas peut-être il y a 20 ans. Avec, il y a le prix Konishi notamment, tu vois, où on va récompenser la meilleure traduction de manga de l'année parmi 10 titres sélectionnés par un jury. Voilà, donc il y a tout ça. Et puis pour répondre à ta question sur l'IA, alors évidemment, ça peut être, c'est pas l'épée de Damoclès non plus. Ça peut, si c'est intelligemment pour le coup utilisé, ça peut être un atout. Après, est-ce que c'est vraiment un danger? J'en suis pas sûr, parce que quand tu traduis un manga, tu traduis et tu adaptes l'intention d'un auteur, d'une autrice, la volonté d'un être humain. Donc on a besoin de toute façon d'avoir un être humain avec ses émotions, avec voilà. Le manga, c'est pas la traduction d'une machine à laver ou d'un lave-vaisselle. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense, il est peut-être un peu moins radieux maintenant l'avenir, mais il reste quand même, il y a encore des beaux jours, je pense, sur le métier de traducteur de manga. Je caresse l'espoir que notre valeur ajoutée, c'est-à-dire le style, encore une fois, d'écriture, trouver les références, des équivalents entre les références japonaises et les références françaises, tout ça, l'humour aussi. Donc peut-être que les IA vont faire beaucoup de progrès, hein, ça je dis pas, mais oui, vous avez encore des... qu'en traduction littéraire, on est encore un petit avantage là-dessus. Je pense. Merci beaucoup. Dernier petit point quand même, très rapidement. Il est 45, mais désolé, je déborde de 30 secondes. Qu'est-ce que vous faites? Les prochaines dates de prévues? Dites-nous, si vous avez des choses. Alors moi, je serai à Nancy pour la convention Animest, c'est premier week-end de décembre. Voilà. Et mi-décembre, je serai dans le Vaucluse pour un festival de bande dessinée qui s'appelle Dourugne BD. Et ensuite, il y aura d'autres dates aussi en 2024. Je vous invite à me suivre sur Instagram, donc sur mon compte Shindo_T45 si vous voulez être tenu au courant de mes actualités concernant mon manga exclusivement, parce que je ne suis plus sur le réseau pour la traduction malheureusement. Mais voilà, sur Instagram, venez nombreux. Et moi, rendez-vous à 16h sur la grande scène pour une petite démonstration spectacle Rakugo. J'aurai une dernière date en France le 4 décembre à Nice, qui est donc ma ville natale, dans la librairie Le Dojo, qui est un manga shop qui a ouvert à Nice l'année dernière. Ils fêtent leur 1 an, donc on fait une grosse stuff toute la journée. Donc c'est samedi prochain. Et puis après, dépêchez-vous, vous pouvez prendre encore des billets. Et puis en plus, l'euro est très fort en ce moment. Il y a plein de dates au Japon sur novembre et décembre à Tokyo, Osaka, Fukuoka, Misasacho. Enfin, il y a plein de trucs. Et encore des tournées l'année prochaine en 2024. Moi aussi, je suis sur Instagram, Facebook, mais ça c'est pour les vieux. Et le site officiel, c'est Cyril Copini Office. Voilà, tout est mis à jour dessus. Super. Merci beaucoup à vous. Bon salon, amusez-vous bien. Nous, on fait une micro-pause et on revient tout de suite. Je sais plus, j'ai un doute sur le nom, j'ai pas envie de me tromper. Vite, j'ai un doute. J'arrive, hein, je vais réussir. Fils de pub, j'avais un doute, je voulais pas dire de bêtises. Excusez-moi, à tout de suite.